Et les bienvenus à la deuxième université de la CGM. Alors, vous avez la particularité de cette année, évidemment, c'est que nous sommes, et vous l'avez bien noté, nous sommes sous patronage royal. Je pense que c'est une distinction, un honneur que nous avons. La première édition que nous avons été, je vous invite à l'applaudir. Et je pense que la thématique qui est choisie est aussi une thématique qui est inspirée par les nombreux messages de Sa Majesté pour que nous puissions engager un sursaut. Il y a aujourd'hui une réflexion sur un nouveau modèle de développement. L'actuel s'est essoufflé, il y a lieu de rebondir. Et je pense que c'est dans cet esprit que nous allons, un esprit de rupture, un esprit de changement. Et si on est tous là, c'est pour débattre en toute liberté d'action, de réflexion et d'idées. Alors sachez que la première édition, ne l'oublions pas, a traité de l'entreprise. L'entreprise qui doit être forte pour que le Maroc soit gagnant. Bien. Ala barakatillah. Chers invités, je commence par vous parce que vous nous avez fait l'immense honneur de répondre à notre invitation et de partager autorités, parlementaires, partenaires sociaux, présidents de régions et d'universités, représentants des médias, Madame la directrice générale du groupe de ISCAE, merci de nous recevoir pour la deuxième année consécutive dans cette formidable école, institut. 2 journées que nous voulons aérer, conviviales, interactives, naturellement studieuses, riches en émotions, 2 journées où des idées fusent, des talents s'expriment, les engagements se prennent et où les vertus de l'expression libre et de l'audace nous aident à se projeter vers une certaine utopie de l'avenir. Pour donner l'exemple, et avec votre permission, et pour installer l'esprit de cette université d'été, je vais vous demander la permission d'enlever ma veste, comme j'ai enlevé ma cravate. Cette édition, mesdames et messieurs, revêt un caractère particulier, car elle coïncide avec les 20 ans de règne de Sa Majesté et le débat national en cours sur le modèle de développement. 20 années de progrès pour le Maroc, d'audace, de volontarisme, de réussite, mais aussi de non-succès. Nous sommes fiers de ce parcours et fiers d'y avoir modestement contribué. Travail et action avec ces 2 ministères a beaucoup évolué. Il y aura d'autres propositions à la fin de cette séquence, mais on va démarrer déjà dans un premier temps avec Si Benchaboun. Donc je sais que c'est le grand oral, hein, on va l'appeler ça comme ça. Si Benchaboun. Rappelons-nous, Si Benchaboun était des nôtres il y a 1 an. Lorsqu'il est monté sur scène l'année dernière, ça fait à peu près 40 jours ou 60 ? Moins, voilà. Il est venu au bout de quelques semaines et il a pris des engagements. Ça veut dire que si on fait un rapport, après 1 an d'exercice, il va prendre encore plus d'engagements. Alors Si Benchaboun, première question, par rapport à tous les engagements que vous avez pris, que ce soit sur les délais de paiement, les déblocages au niveau de la TVA, sur les financements des PME, mais aussi tout le travail qui a été réalisé pour réformer notre fiscalité. Quel est le bilan aujourd'hui ? Mesdames et messieurs, bonjour. D'abord, c'est un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et puis je me réjouis de pouvoir vous retrouver après justement 1 année, ici même dans ces locaux, et après d'avoir pris effectivement un certain nombre d'engagements dont vous avez rappelé quelques-uns à l'heure de votre question.
Je vais essayer d'être extrêmement concis et précis et donc vous épargner tous les discours qui pourraient contextualiser aussi bien au niveau international qu'au niveau national, pour aller directement vers, comme vous dites, un peu le bilan des réalisations, et j'espère qu'on aura l'occasion tout à l'heure de parler des perspectives et des réformes qui sont engagées par le pouvoir public. Au niveau de la sphère publique, c'est-à-dire au niveau des marchés publics, de l'administration, des collectivités locales, ou pour ce qui concerne les établissements et entreprises publiques, ont connu une baisse significative, notamment pour ce qui concerne les marchés publics, puisqu'ils sont passés globalement sur 1 an et demi, 2 ans, de 80 jours à 35 jours. Et puis pour ce qui concerne les établissements et entreprises publiques, les situations sont différenciées, mais globalement la tendance est à la baisse. Et nous sommes passés de fin 2017 de 78 jours à fin juin 2019 à 55 jours. Donc la tendance est effectivement baissière, ce qui est fort encourageant. Et nous travaillons au corps, établissement par établissement, de manière à ce qu'on puisse aller vers une baisse significative qui aura un impact positif sur l'entreprise de manière générale. Mais ce que nous soulignons, c'est qu'il y a un effort aussi à faire du côté du patronat pour que les créances intra-entreprises puissent se régler dans un autre cadre. Nous avons pris un certain nombre de mesures au niveau du public. Le privé est attendu également pour faire partie. Merci. Est-ce que vous avez des garanties pour le patronat? Est-ce que vous avez le patronat donne des gages de garantie pour accorder après? Nous avons un observatoire des délais de paiement qui est coprésidé par le ministère de l'économie et des finances et la CGEM. Et nous avons, lors de la dernière réunion, prévu qu'un certain nombre de mesures s'agissant des délais de paiement doivent être engagées par les opérateurs privés, à l'instar de ce qui va être fait par le public en octobre prochain, donc le mois prochain. On va commencer à afficher les délais de paiement des établissements et entreprises publiques. Donc c'est selon le principe de ce qu'on appelle name and shame. Et donc on espère que cette pratique pourrait inspirer évidemment le secteur privé également. Ces pays qui ne font pas partie du G7 et qui représentent probablement les 2/3 de la population mondiale. Que doivent-ils penser? Et sommes-nous aujourd'hui en train de constater un multilatéralisme qui est agonisant? Le bonheur que j'ai est au Maroc. J'aime le Maroc. Vraiment, il n'y a pas besoin de m'applaudir pour ça. C'est sincère. Je me sens proche du Maroc, des Marocains. Et c'est curieux, voyez-vous, parce que moi qui ai un père qui est né en Hongrie, je devrais avoir un tropisme vers l'Europe de l'Est. Et plus ça va, plus je me sens méditerranéen. Et le Maroc, c'est un pays où je pourrais vivre. C'est un pays qui a bien sûr une histoire et une culture différente de la nôtre, mais on est tellement proches. Et vous n'imaginez pas à quel point aujourd'hui le Maroc est important pour l'équilibre méditerranéen, car vous êtes un pôle, je dis un pôle, de stabilité. Et je veux dire également mon attachement, je le dis parce que c'est vrai, à la personne de Sa Majesté, le roi du Maroc, dont j'ai suivi vraiment avec beaucoup d'attention tout ce qu'il a fait, mis en œuvre depuis son arrivée, son accession au trône. Et je peux vous dire que je n'ai pas beaucoup d'exemples de trajectoires où il y a eu autant de risques, autant d'étapes mesurées vers la modernité. Ça ne veut pas dire que tout est résolu, qu'ici, et avec lui, et notamment dans la période que j'ai bien connue des printemps arabes, je veux dire que le Maroc a aussi donné une leçon de stabilité. Et vous savez, parfois, on a besoin qu'un regard extérieur vienne dire ce qu'il pense, parce que soi-même, on ne voit pas l'évolution de la société à laquelle on appartient et du pays qui est le sien. Donc merci, Monsieur le Président, de m'avoir invité. J'ai tout de suite dit oui, et franchement, ça m'aurait fait de la peine de ne pas être invité. Honnêtement. Et puis, ça me permet de retrouver mon ami Jean-Louis Borloo, avec qui nous avons
gouverner ensemble et qui, je crois pouvoir le dire, partagent le même amour que moi pour le Maroc et la société marocaine. Monsieur le Premier ministre Zinzou et puis tant d'autres amis. Le devoir d'amitié, il doit s'exprimer dans une chose: la sincérité et la liberté de ton. Franchement, je ne suis pas là pour résumer ce qu'il y a dans le journal, ou plus exactement ce qu'il n'y a pas dans le journal. Donc, je vais vous parler très franchement, devant notre ambassadrice de France, que je salue. Ça ne veut pas dire que j'ai la vérité, mais je vais vous dire très librement ce que je pense. Et finalement, c'est le grand avantage de cette situation, quand on n'est pas aux affaires. On a non seulement une possibilité de liberté, mais un devoir de liberté. Vous parlez du G7, quel est le problème aujourd'hui? Le problème est très simple. Nous sommes au XXIe siècle et nous avons les institutions internationales du XXe. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Le premier G7 auquel j'ai participé, c'est celui d'Alligeldheim, présidé par Madame Merkel, et c'était fantastique. J'ai tout de suite compris que ça n'allait pas, car nous avions, à 8, on était 8 à l'époque, une discussion pendant 2 jours, et la moitié du 3e jour, on invitait à traverser le monde un certain nombre de pays qui n'étaient pas membres du G8, des pays de détail, la Chine, l'Inde, le Brésil, à l'époque l'Algérie. Et j'avais dit à Mme Merkel, mais tu te rends compte que tout ça est ridicule. Les 5 invités du 3e jour représentent à eux seuls 2,8 milliards d'habitants et ils ne sont pas dans le coup. Quelle est la vérité? Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. L'axe du monde a muté, à mon avis d'ailleurs assez définitivement, sur un axe d'ouest en est. Quand vous pensez qu'au Conseil de sécurité comme membre permanent, il n'y a pas un pays africain, il n'y a pas un pays arabe, il n'y a pas l'Inde, il n'y a pas le Japon, il n'y a pas un pays d'Amérique du Sud. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.